La Maison des aînés de Saint-Hilarion a été officiellement inaugurée le 7 juillet dernier. La ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger, participait à l'événement. Dans chacune des maisons des aînés, ici, vous retrouvez 4 maisonnées. Il y a 48 places au total. Donc, 4 maisonnées qui ressemblent à ça ici. Une maison des aînés, c'est quoi? Bien là, ici, on est dans une maisonnée. Alors, on ne parle plus le même langage que dans les institutions. On est dans le concept de milieu de vie. Une grande cuisine en arrière, salon, 12 chambres. Chaque maisonnée comporte 12 chambres, des chambres individuelles. Avec des grandes fenêtres, des salles de toilettes dans chacune des chambres et des douches dans chacune des chambres. Puis ça, c'est important. Quand on parle de respect et de dignité, de partager des toilettes à 2, à 3, bien, c'est pas l'idéal. Donc, il y aura 3 maisonnées dédiées pour les aînés et une pour les adultes ayant des besoins particuliers. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve dans les maisons des aînés? Des endroits pour accueillir les proches aidants. Donc, en principe, vous devriez avoir un espace pour accueillir les proches aidants, parce qu'on sait que des fois, les proches aidants peuvent venir d'un peu plus loin. Ou dans certaines situations, les proches aidants peuvent vouloir passer la nuit ici. Donc, ça va être possible aussi de le faire. Le concept de maison des aînés offre une qualité de vie différente des autres maisons d'hébergement des aînés que l'on retrouve partout sur le territoire québécois. Au-delà de tous les lieux physiques, c'est vraiment l'approche qui est privilégiée. Alors, ce n'est pas une approche institutionnelle où tout le monde se lève à 7h30 le matin, on fait les soins d'hygiène, puis après ça, on déjeune, puis c'est pas comme ça que c'est fait. C'est en fonction des besoins de chacune des personnes. Donc, Mme Tremblay, qui demeure ici, au 416, et qui est habituée de se lever à 7 heures le matin, prendre son petit déjeuner, bien, elle va pouvoir le faire ici. Sa voisine d'à côté, qui, elle, a des habitudes de vie complètement différentes, est habituée de se lever un peu plus tard, de manger un peu plus tard ou carrément pas déjeuner. Vous savez, il y a des personnes, donc, c'est vraiment en fonction de la vie de chaque personne et de ses habitudes de vie. Puis ça, c'est vraiment extraordinaire. Seulement 12 des 48 chambres disponibles à la Maison des aînés sont actuellement occupées, alors que la demande pour l'hébergement des personnes âgées est à la hausse partout au Québec. Selon la ministre Bélanger, il est normal que ce genre d'installation soit progressivement ouverte, d'autant que le recrutement de la main-d'œuvre est difficile dans la région. Ici, on vient tout juste d'ouvrir. Alors, c'est sûr qu'on n'ouvre pas. Quand on ouvre une maison des aînés, ça nous prend 1 an avant d'avoir le taux d'occupation à 100 %. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver les employés. Il faut les former, puis il faut surtout ne pas affaiblir nos équipes dans nos centres d'hébergement. Imaginez si on ouvrait ici à 100 % demain matin, bien, il faudrait trouver les employés. Alors, les employés des CHSLD, s'ils s'en viennent travailler ici, bien, on va dégarnir puis on va affaiblir tout notre système d'hébergement. Donc, on y va graduellement, c'est des ouvertures graduelles. Il ne faut pas oublier que ce sont des nouveaux milieux de travail. Ça demande beaucoup de formation aussi aux employés. Le coût de cette maison des aînés est estimé à 36 millions de dollars pour 48 chambres. Tout en justifiant les coûts élevés de ce CHSLD particulier, la ministre reconnaît qu'une analyse est en cours afin de voir comment il serait possible de faire les choses différemment dans l'avenir. On a une phase 2 qui s'en vient et puis on va apprendre de ce qu'on a vécu à la phase 1 pour continuer d'améliorer constamment le concept. Mais l'objectif, c'est vraiment de continuer à offrir des installations de qualité. Ça, c'est clair, on n'ira pas en bas de ça. La ministre Bélanger ne doute pas que d'ici 1 an, toutes les chambres seront occupées à la Maison des aînés de Saint-Hilarion. Quand je regarde ce qui s'est passé dans toutes les maisons des aînés qui sont occupées à 90 % actuellement, c'est un horizon d'1 an maximum.
Donc, cet automne, ils devraient ouvrir une autre maisonnée et à l'hiver et au printemps. C'est vraiment le cycle, le temps de recruter le personnel, puis de les former aussi. C'est très, très important, puis ils ne veulent pas non plus affaiblir les CHSLD existants. Sans convention collective après plus de 2 ans, les paramédics de Charlevoix entament une grève et dénoncent l'impasse des négociations. Représentés par la CSN, ces derniers réclament des gestes concrets pour améliorer leurs conditions de travail. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. On se rencontre aujourd'hui en ce début de grève des paramédics au Québec qui sont représentés par la CSN. Ça fait combien de temps là, pour débuter que vous êtes sans convention collective? Ça va faire bientôt 2 ans et demi là, qu'on n'a pas de contrat de travail puis que les négociations s'étirent. On a eu besoin de faire augmenter la pression pour faire avancer les choses à la table de négociation. C'est pour ça que la grève a été déclenchée là, le dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, c'est quoi les moyens de pression qui sont envisagés pour faire entendre vos revendications? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une grève de tâches. Grosso modo, c'est que je vous explique, il n'y a pas d'appels qui ne sont pas pourvus par nos services. Il n'y a personne, aucun usager, aucun appelant au 911 qui ne recevra pas de service de notre part. Ce n'est que des tâches que l'on faisait et qu'on ne fait plus, principalement avec nos partenaires comme, disons, la Centrale de communication santé, les hôpitaux et notre propre employeur, la CETAC. Qu'est-ce qui a été déterminé par le tribunal administratif du travail exactement? En fait, il y a des points qu'on a demandés qui ont été vus par l'employeur, puis du côté, dans le fond, des syndicats. À ce moment-là, le juge du tribunal administratif du travail, il vient trancher certains points qu'on avait demandés. Fait que le juge, au final, il a refusé beaucoup de demandes de notre part par rapport à, mettons, des catégorisations d'appels ou des choses comme ça. Donc, on revient un petit peu à ce qu'on avait connu à la dernière négociation, la dernière grève. Donc, c'est vraiment, comme mon collègue disait, là, des grèves au niveau administratif. C'est plus de la paperasse. Exactement, c'est ça. Les services essentiels sont couverts, les appels sont tous couverts. Les gens ne verront pas pratiquement de différence, à part qu'on est plus coloré un petit peu puis qu'on a plus de collants un petit peu partout, là. Donc, c'est ça, on n'a pas de moyen de visibilité. On a des moyens de visibilité, mais on n'a pas de moyens non plus, comme exemple les RTC qu'on peut voir en ce moment, qui, eux, ils font vraiment la grève de tâches, que ça a un impact assez fort, là. Ce qui est important aussi, c'est qu'on entend souvent dans les médias, c'est prendre la population en otage, puis ce n'est absolument pas notre cas. Il n'y a aucun usager qui est laissé pour compte. Tous les appels seront faits sans aucune augmentation de délai. Donc, sachez que si vous appelez le 911 et qu'il y a un délai suite à votre appel, ce ne sera pas à cause de la grève des paramédics, ce sera par manque d'effectifs sur la route. Faisons le point, là, justement, sur ce que vous demandez. Qu'est-ce que vous réclamez auprès de l'employeur? En fait, ce qu'on réclame, c'est des meilleures conditions salariales, puis des horaires de travail qui sont à l'image, parce que les gens ne terminent pas nécessairement à l'heure. Ici, dans le secteur, c'est une problématique qu'on voit occasionnellement, mais dans certains secteurs au Québec, c'est plus fréquent. Les gens ne mangent pas à l'heure prévue, les gens finissent pas à l'heure prévue. Fait que, les gens ont des familles, les gens ont des vies privées, ça vient quand même dur là-dessus. Ce qu'on demande aussi, c'est au niveau des temps supplémentaires, que chaque heure de temps supplémentaire soit mieux rémunérée, dans le fond. Fait que ça incite également les gens à en faire, puis aussi que c'est un incitatif là, quand même là, de reconnaissance envers nous. Puis, parce qu'on en fait quand même par période, là, du supplémentaire, ça paraît pas, là, mais il y a des périodes là, que, quand on a un manque de personnel, justement, que ça a une incidence quand même assez gros. Fait que les gens font beaucoup. C'est dur sur le psychologique aussi. À un moment donné, ça vient qu'on a des moments que on vient fatigué. Là, donc, c'est ça. Augmentation salariale que vous aimeriez avoir autour de 17,4 % qui représenterait ce que la fonction publique a eu à la dernière négociation avec le gouvernement. Vous dites présentement que ce qu'on vous offre, c'est un recul par rapport à ce que vous avez déjà. C'est une technicalité qui origine des négociateurs du gouvernement. C'est un changement de rangement. Ça nécessiterait des explications un petit peu plus poussées, mais disons pour le commun des mortels que la réévaluation de la profession a été faite au niveau d'urgence santé
et que le gouvernement s'était établi un barème, ils se sont arrangés pour arriver dedans. Et il y a eu un recul de rangement de notre profession malgré une augmentation des responsabilités et des tâches qui nous sont imparties. Donc, ils ont décollé de la négociation avec un recul pour nous donner une avancée, mais on avance d'un pas et on recule d'un, puis on se ramasse à la même place, puis ça fait partie du problème. On parle concrètement de 4 à 5 vraiment de recul. Donc, tu sais, on part d'un recul assez important. Tu sais, en 2025, on avance, on recule pas. Fait que, tu sais, c'est... Le coût de la vie est assez fort également, donc c'est sûr que c'est inacceptable pour nous. Tant qu'à ça, on va rester avec la convention actuelle. Tu sais, et on n'est pas gourmand. On ne demande pas la lune, on demande ce que tous les autres employés de l'État ont eu. C'est nos attentes et c'est ce qu'on veut. Est-ce que dans Charlevoix, on manque de personnel dans le monde ambulancier? Est-ce qu'on est rendu à combien environ? Avez-vous des chiffres par rapport à ça? On est rendu autour de 70 avec la dernière embauche. C'est un petit peu plus difficile des fois de garder les gens chez nous, c'est ça. Que quand on a des gens ici qui viennent de Charlevoix, c'est plus facile. Sauf que des fois, exemple qu'on en engage 8, ils vont peut-être en rester 2, 3 au final. Ou des gens décident directement de quitter la profession parce qu'ils sont plus capables, sont tannés. Puis la surcharge ou ce que le gouvernement nous impose, c'est trop lourd à mener sur le moral. Ça fait plusieurs négociations en plus qu'on a. L'autre grève, donc à mener, ça vient quand même assez lourd. Si on rajoute le temps supplémentaire, notre vie privée, tout le kit. Fait que, tu sais, juste une statistique comme ça pour le fun, il y a 7 paramédics sur 10 qui ont des problèmes de santé psychologique ou qui vont en avoir ou qui en ont eu. Donc, tu sais, c'est pas à négliger des statistiques comme ça. Fait que, tu sais, présentement, le gouvernement le reconnaît, mais, tu sais, il reconnaît pas d'autres choses au niveau salarial. Fait que je crois qu'on est vraiment dû pour un petit... Une reconnaissance? Exactement. Un respect? Un respect et une reconnaissance, exactement. Parce que dans le temps de la COVID, on était là, ils nous traitaient les anges gardiens, puis on était bien présents, puis on les aidait. Mais après ça, ça s'est éteint assez rapidement. On est revenu à ce qu'on était habituellement. Le respect, c'était la thématique de la dernière négociation. C'était le mot-clé. On a changé un peu le slogan, mais je ramènerais encore le respect, puis on serait pas hors sujet. C'est toujours la même chanson. On passe des 2-3 ans sans contrat de travail. Le gouvernement se traîne les pieds à la table des négociations, ne donne pas de mandat à ses négociateurs. Ils font perdre du temps à nos négociateurs. Ils arrivent avec des propositions non concrètes, non développées. Il faut toujours essayer de leur tirer les verres du nez. Ils achètent du temps. On a des journées de négociation où le gouvernement est présent à la table 30 minutes d'une journée, puis nos négociateurs ne les revoient pas de la journée. Donc, oui, on a besoin de faire augmenter la pression pour forcer le gouvernement à se présenter à la table. Puis malheureusement, on n'a pas eu d'autre moyen que de déclencher la grève. On l'a retardé autant qu'on a pu, mais on est rendu là aujourd'hui. Puis c'est un petit peu de la responsabilité de la CAQ et de ses négociateurs. Si je peux faire du pouce aussi, c'est que présentement, on est toujours en négociation au niveau de la table. Il y a 3 rencontres par semaine pour les 3 prochaines semaines. Donc, tu sais, c'est pas terminé, mais ce qu'on veut, c'est justement, ils ont déclenché la grève à ce moment ici pour mettre un peu de pression. On veut que ça se règle rapidement. Ça ne nous tente pas de s'étirer sur 1 an de grève, 1 an et demi, 2 ans. Le moral des troupes est très bas présentement, fait qu'on veut pas se rajouter une grève qui va s'éterniser non plus. Est-ce qu'on se sent un peu les mains liées quand on est ambulancier puis que les moyens de pression sont très, très contrôlés? On peut pas couper dans les services vraiment, dans vos actions. Est-ce que c'est frustrant pour vous? Bien, de 2 choses l'une, c'est que même si on pouvait, disons, ne pas répondre aux appels et laisser des gens dans le besoin, on le ferait pas. Ça va à l'encontre de notre ADN, ça va à l'encontre de ce pourquoi on fait ce métier-là. Donc, non, on n'abandonnerait personne même si on le pouvait. Cela dit, on est très limité sur les impacts qu'on peut avoir sur le gouvernement. On essaie d'être créatif pour ne pas toucher la population, pour essayer de vraiment cibler le ministère, le Conseil du Trésor, pour vraiment aller taper sur le gouvernement actuel. Mais comme vous avez dit, les moyens sont limités. Fait que oui, c'est frustrant par moment. Qu'est-ce qui advient dans les prochaines semaines, les prochains mois, si le conflit ne se règle pas? Est-ce qu'il y a d'autres moyens qui pourraient être envisagés? Oui, c'est sûr que l'intensification au niveau de la mobilisation, il va y avoir des manifs sûrement à certains endroits dans un futur proche, dépendamment de ce que le gouvernement nous amène sur la table. Donc, c'est sûr qu'on a un comité de mob qui s'occupe vraiment, eux, d'avoir une stratégie par rapport à ça. Fait qu'on est encadré par eux, puis on suit la ligne. Fait que
Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout le monde reste solidaire, autant entre professions qui peuvent nous soutenir. Donc, on envoie quand même un signal de solidarité envers tout le monde. Puis éventuellement, si la CAQ ne semble pas sérieux dans l'émission de ses mandats à son comité de négociation, bien, ils vont nous trouver sur leur chemin. Je vous remercie, messieurs, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il n'y a pas que les artistes qui font des tournées en été, il y a aussi les politiciens. C'est pourquoi j'accueille le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, en tournée dans notre circonscription. Yves-François Blanchette, bonjour. Bien le bonjour. D'abord, d'emblée, excusez la casquette et le... C'est l'été. C'est ça, il y a un look estival. Si je l'enlève, ça va faire peur au monde. Avant de parler des raisons de votre tournée ici, parlons un peu de la dernière élection. Ça fait déjà plus de 2 mois que l'élection a eu lieu. C'est quoi votre analyse de ce qui s'est passé pendant l'élection, 2 mois plus tard, là, le nez moins collé un peu sur la fenêtre? L'analyse n'est pas complète. Les premières semaines après une élection, dont on peut rationnellement dire que ça s'est finalement pas trop mal passé pour nous, si on se compare aux autres qui n'ont pas gagné. Les premières semaines, tu gères les émotions des gens qui ont vécu un recul, qui ont perdu dans leur circonscription, qui ont été déçus, à qui ça fait de la peine. Parce qu'on avait... Après 5 ans et demi d'extrême stabilité au sein du caucus, avec seulement 3 députés qui avaient changé par choix, d'ailleurs, à la dernière élection, puis avec d'excellentes recrues, il y a un choc, il y a un deuil purement émotif. Il y a de la crainte là, qui s'installe au début de campagne. Oui, mais ça, les gens... Je m'attendais un peu en campagne à des gens qui disent « Ah, la stratégie n'est pas bonne, puis on se fasse brasser un peu. » Non, pas du tout. Les gens... ont continué à militer tout au long de la campagne comme si on s'en allait vers un raz-de-marée du Bloc. Là. Il n'y a personne qui a ralenti le moindrement pendant la campagne ou émis des doutes. Les gens étaient au front, ils y croyaient et ça n'a rendu que plus difficile le lendemain de l'élection. Maintenant, rationnellement... Mais ça a été des montagnes russes, là, cette campagne-là, pour le Bloc. Oui, mais rationnellement, après la campagne... À 22, on a beaucoup plus d'influence dans le Parlement qu'à 33 parce qu'on a, dans chacun des à peu près 30 comités parlementaires, on a l'équivalent d'un vote prépondérant. On a la balance du pouvoir. Oui. On est capable d'imposer des changements au projet de loi du gouvernement, comme on l'a fait dans le terrible C5, avec ce vote-là, si tant est que les conservateurs ne votent pas avec les libéraux, ce qui est contre nature. Oui. Mais ils l'ont fait quand même sur ces 5. On n'entendra plus les niaiseries de Bloc libéral et autres insignifiances de gens qui ont un sérieux déficit de quotient intellectuel. Parce que les conservateurs ont voté avec les libéraux sur un projet de loi qui suspend littéralement la démocratie pour faire passer des parlons-en de cette session-là. Vous avez eu les prémices de ce que serait le gouvernement Carney là, pour les prochaines années. Vous en pensez quoi? En fait... Il semblerait que c'est une méthode assez lourde. Il y a 2 choses. D'abord, je peux beaucoup plus facilement communiquer et échanger et transiger, littéralement transiger, avec Mark Carney que je le pouvais avec Justin Trudeau, qui était un peu la caisse de résonance de stratège derrière lui, tandis que M. Carney, ultimement, même s'il est très bien entouré, je crois, se réserve la prérogative de prendre des décisions, malgré peu d'expérience politique. Il est essentiellement, dans sa vision, le président-directeur général du Canada Inc. Et pour lui, le Canada Inc. est un véhicule énergétique et pétrolier qui a, les gens le réaliseront éventuellement, qui ignore le Québec, au sens qu'il ne connaît pas le Québec et qui n'a pas l'intention de connaître le Québec. C'est un peu paradoxal. Vous me dites qu'il ignore le Québec, mais il me consulte plus qu'avant. Ou j'ai plus d'ouverture. J'ai plus d'ouverture qu'avant. Comment ça se concilie, ça? On peut se parler. La gestion de l'offre est le plus bel exemple. Une bonne partie du règlement de la gestion de l'offre s'est passée dans une rencontre d'environ 45 minutes, dans son bureau, 90 en français d'ailleurs, où il y avait... C'était pas... On bradait pas, mais on comprenait ce que l'autre espérait, puis ça s'est bien passé pour la suite. Il y avait un dialogue possible qui était plus difficile auparavant. Ah oui, auparavant, c'était très façade, c'était très superficiel. M. Trudeau était, de façon générale, comme politicien, très superficiel. Tandis que M. Carney sait très, très bien qu'est-ce qu'il veut faire. Que ce soit bon ou pas bon, il sait qu'est-ce qu'il veut faire.
Et c'est plus un plan d'affaires, c'est un business plan, la démarche de M. Carney. Ce n'est pas un programme politique. Il n'est pas là pour être au service des gens. Il est là pour exécuter la mise en place d'un méga programme d'infrastructure énergétique. Alors, il a gardé ses habitudes de banquier. Il a gardé les habitudes des gens qui sont son monde à lui. Et son monde à lui, c'est l'univers de la haute finance internationale, singulièrement européenne, ce qui fait que les milieux internationaux, les chefs d'État l'accueillent comme un ami. Ouais. Tant mieux si ça peut servir. Le roi aussi. Le roi aussi. Il faut aussi se rappeler du fait que lorsque M. Carney était à la direction de la Banque d'Angleterre, chacune de ses décisions pouvait changer la fortune de la couronne britannique pour des millions de livres. Il connaissait le prince Charles. Son frère travaille pour la famille royale. C'est un milieu restreint d'affinité, de proximité qui n'ont rien à voir avec les organismes communautaires qui sont dans cette bâtisse-là. C'est une autre réalité, c'est une autre lecture. Puis pour l'instant, les gens ne veulent pas, puis je les comprends, remettre en question la décision qu'ils ont prise en disant un peu j'ai peur, je vais faire ça. Puis je veux plus en entendre parler. C'est correct. Pendant un certain nombre de mois, ça va être ça. Mais notre travail à nous est de continuer d'en parler. Mais peut-être un certain nombre d'années, parce que c'est un gouvernement minoritaire, mais il n'y a pas d'horizon pour relancer des élections avant quoi? 2 ans, 3 ans, on est là-dedans? C'est quoi l'horizon, à peu près? Ça peut très bien être lui qui les déclenche. Là. Si M. Carney, qui va trouver ça très, très dérangeant de ne pas avoir... Il va découvrir c'est quoi un comité ministériel, puis que ça peut changer des décisions. Il va connaître c'est quoi être minoritaire. Et là, il va découvrir aussi qu'on ne va pas le gérer de façon irresponsable. C'est pas mon genre. Puis notre réputation au Parlement, c'est pas ça. Le Bloc se comporte de façon responsable, raisonnable, à visière levée. On explique ce qu'on va faire, on explique pourquoi on va le faire. On va expliquer ça, c'est mauvais pour le Québec. On va dire aux Québécois pourquoi on pense que c'est mauvais, puis voici comment on va se comporter. Il va découvrir ça avec le bon et le pas bon de ça, mais comme les gens qui ont du pouvoir veulent en avoir davantage, s'il pense que les chiffres sont assez bons, il va provoquer lui-même une élection pour essayer d'obtenir une majorité. Vous voyez ça dans un horizon, on ne sait pas. Hein, Entre 1 et 2 ans. Entre 1 et 2 ans, ça va arriver. 2 ans, 2 ans et demi. J'aimerais revenir sur la question de la gestion de l'offre. Ça a été un gain pour le Bloc québécois, vous en parliez depuis très longtemps. On est dans un contexte de guerre commerciale, de guerre des tarifs. Est-ce que cet acquis-là ne pourrait pas prendre le bord comme la taxe sur les grandes entreprises? Rien n'est impossible. Prend le bord sur la taxe sur l'essence qui vient de prendre le bord. Est-ce qu'en quoi c'est vraiment une assurance que ce qu'on a voté là va rester? Dans un État de droit, une décision du Parlement peut être renversée seulement par le Parlement. Donc, c'est possible. Et il y a des analystes qui se sont pété les bretelles de grands textes dans les journaux comme s'ils venaient de trouver quelque chose que tout le monde sait. Le Bloc québécois a réussi à faire adopter à l'unanimité, incluant au Sénat, une loi qui interdit de transiger la gestion de l'offre en tout ou en partie dans un futur traité commercial avec qui que ce soit. Mais c'est pas pris dans le ciment, là. Rien qui est pris dans le ciment en démocratie. Ici, c'est pas... Il y a des défauts, M. Carney, mais c'est pas Vladimir Poutine. On n'est pas une dictature. Le Parlement peut renverser la décision précédente. Mais le prix politique, et c'est ça que les grands génies ont compris, c'est essentiellement... Bien oui, c'est politique. Le prix politique, pour aller briser une décision qui est devenue une loi, donc l'autorité suprême dans le territoire a pris une décision de façon unanime, aller renverser ça sous prétexte que ça fait pas ton affaire parce que le bonhomme Trump te fait mettre à genoux 2 fois par semaine. Il y a un prix politique à payer, puis ça peut changer ce qui est le jalon incontournable en politique et en démocratie, la prochaine élection. Et là, ça pourrait jouer à ce moment-là. Les gens des régions du Québec sont, de façon générale, très contents à 3 intellectuels près dans des universités qui souvent ne sont même pas au Québec. Le monde comprenne bien l'importance de la gestion de l'offre, que c'est un gain extraordinairement important, très apprécié par la population. Je n'imagine pas quelqu'un qui aurait la drôle idée de dire « on va juste mettre ça de côté ». Fait que moi, je peux voir des scénarios où il le ferait, mais le prix politique serait énorme. Il y a bien d'autres choses qui vont se passer. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est qu'à l'heure actuelle, ce qui semble être la non-stratégie de Mark Carney, c'est de donner à M. Trump tout ce qu'il veut. Fait que le bonhomme bougonne, et c'est un prédateur, puis tu lui donnes la proie qu'il demande. Il ne va pas se lever le lendemain matin d'un traité commercial qui est supposé, en théorie, d'être fini dans 2 semaines. J'espère que ce ne sera pas le cas, parce que ce serait un très mauvais traité, parce qu'à date, on n'a fait que reculer sur tous les fronts.
Encore le cuivre cette semaine. Le cuivre, la taxe sur les géants du numérique, les contre-tarifs, tout ce qui est signifiant ou qui est l'affirmation d'une souveraineté canadienne est sacrifiée sous prétexte de garder une conversation ouverte, comme si le lendemain d'une entente commerciale, Trump va dire « Ah, moi, c'est rendu mon ami, fait que mes amis Bezos puis Zuckerberg et autres, je vais leur faire payer la taxe au Canada. » Ça n'arrivera pas. Donc, il y a une drôle de lecture stratégique. C'est comme s'il faisait... Bien, nous autres, notre travail comme opposition, il y a deux choses qu'on peut faire. On est capable de modifier des lois en comité. On l'a fait sur C5. Je vais vous donner un exemple, puis c'est pas banal. C5 disait dans sa version originale, C5, c'est une loi qui donne au ministre Hodgson puis au ministre Leblanc, essentiellement, ils vont travailler ensemble avec M. Carney, le pouvoir de suspendre l'application de toutes les lois canadiennes et de tous les règlements canadiens. Ouais. Autrement dit, il n'y a plus d'état de droit. Le ministre convainc sa gang, on fait ça. Les lois... Le code pénal peut être suspendu, la loi sur les langues officielles, la loi sur les Indiens, toutes les mesures de protection, tout ça peut être suspendu par décision du ministre, parce que même si on en a fait exclure, l'article suivant dit « Mais nonobstant ça, on peut toutes les suspendre pareil ». Et il disait qu'il fallait consulter les provinces. On a réussi à remplacer consulter les provinces par avoir l'accord des provinces. Donc, c'est une lutte de virgule, paragraphe par paragraphe. Là. On est là-dedans. Si tu dis que tu vas consulter... la personne qui partage ta vie, ou si tu dis que tu vas devoir avoir l'accord de la personne qui partage ta vie, on n'est pas à la même place. C'est ça le changement qu'on a fait. C'est pas un petit changement. Il y a ça qu'on peut faire. J'aimerais vous entendre sur quelque chose de particulier, parce que les événements arrivent vite. On pense, ça fait juste 2 mois que les élections ont eu lieu. On a l'impression que ça fait presque des années que les élections ont eu lieu, tellement les choses vont vite. Mais en tant que chef, perdre un tiers de son équipe, passer de 32 à 21, ça fait quoi personnellement? Je ne l'ai pas vécu comme un sentiment d'échec. J'ai bien vu la tempête qui nous était arrivée en pleine poire. Fait que j'ai bien géré ce bout-là au niveau rationnel, mais j'ai mieux vécu le résultat de celle-là que celle de 2021 où je croyais tellement qu'on allait augmenter notre nombre de sièges que j'ai vu le maintien du nombre de sièges comme un échec personnel. Là, j'étais beaucoup plus prêt cette fois-ci. Peut-être que je deviens une vieille chose avec un petit peu plus de sagesse, mais j'étais plus prêt. Fait que j'ai pas capoté sur le résultat, j'ai pas réfléchi à mon leadership. Il y a des journalistes qui posaient cette très brillante question de « OK, c'est ça que tu as préparé à matin. Est-ce que vous réfléchissez avec leadership? Quand les militants vont vouloir que je réfléchisse, moi réfléchir, ce sera pas long. Je Martine Ouellet, tu ferais pas... Mais vous vous retrouvez quand même maintenant à faire des tournées dans des quartiers dans des circonscriptions orphelines. J'ai toujours fait ça. Pourquoi venir dans Charlevoix? D'abord, en 2019, j'avais que des circonscriptions orphelines, sauf 10. Bon, oui, OK. Ça a commencé là. Faut s'en souvenir. J'ai fait des tournées chaque été depuis 2010. Ma 7e. À chaque fois, on me dit « Ah oui, pourquoi tu es là cette année? » Bien, j'étais là l'année passée, puis j'étais là l'autre avant, puis je viens l'hiver aussi, puis l'été, je fais les régions, plus longtemps, les régions plus loin des grands centres que sont Montréal, Québec et malheureusement Ottawa, parce que c'est plus difficile en session régulière d'aller virer là-bas. Je fais ça à chaque été depuis toujours. Je me demande pas si le comté est orphelin ou pas orphelin. Je ne sais pas le nombre de fois où je suis allé à Québec qu'on n'a pas, puis je vais continuer à y aller, même si on les a pas, parce que c'est au Québec, puis moi, je suis chef d'un parti qui fait une proposition à l'ensemble des Québécois. Dans un contexte de plus en plus difficile, parce que malgré leur vertu personnelle et la légitimité de leurs espoirs comme êtres humains, le Québec est amené à accueillir beaucoup plus d'immigrants que ce qu'on est capable que ceux auxquels on est capable de faire vivre l'expérience d'être Québécois. L'intégration. L'intégration, l'apprentissage de la langue, la réussite économique. Ces gens-là arrivent ici, puis ils se font dire par les Québécois, on aimerait ça que tu parles français. Puis il y a quelqu'un à Ottawa qui dit « We don't give a shit ». Ces gens-là disent « Bon, ben c'est plus facile pour moi, j'arrive d'Inde, c'est plus facile pour moi de continuer à parler en anglais ». Moi, je dis le Québec est d'abord la terre d'accueil la plus généreuse au monde. C'est incroyable ce qu'on fait pour les gens qui viennent ici. Et c'est même pas une question de loi ou d'impôt, c'est une question de politesse. On demande la politesse de respecter les gens de la société qui vous accueille généreusement, qui est heureuse de le faire. Parce que vous devez comprendre que nous, comme nation originale et différente, si on ne fait pas attention, on va s'éteindre doucement. Puis on va devenir une espèce de grand Toronto, sans armes, violent,
déstructuré, qui n'a pas d'identité à partager. Ça sera sans doute un enjeu lors de la prochaine élection provinciale qui s'annonce pour maintenant dans 1 an. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que la députée des Faits ici, Caroline Desbiens, est pressentie pour aller du côté provincial, se présenter peut-être du côté du Parti québécois. Je ne vous demanderai pas ce que vous en pensez, mais je vais plutôt vous demander... Mais je vais vous le dire pareil. Mais dites-le moi, mais surtout, j'aimerais savoir quel conseil vous lui donneriez? Bon, il y a plusieurs choses là-dedans. Je ne suis pas l'agent de Caroline Desbiens. Il y a une époque où je l'aurais fait, mais si je l'avais fait, elle aurait eu tellement une grande carrière en chanson, j'aurais eu tellement une grande carrière comme gérant, qu'on n'aurait jamais été en politique ni l'un ni l'autre. Donc, bon. Voilà, vous l'avez réglé. Vous seriez peut-être plus heureux à chanter. Après ça, non, je ne serais pas plus heureux que maintenant, c'est impossible. Qui sait? Et vous pouvez poser la question à votre convenance à Caroline. Mais quel conseil? À tous ceux qui y pensent, je dis, OK, regardez les choses passer. Il est normal que le Parti québécois recrute parmi les anciens candidats du Bloc québécois, comme il est normal que et vice-versa. Ben oui. Ouais, ça marche de même. On l'a vu à Matane. Ça marche de même. Ouais, donc, ouais. Ceci étant dit, il y a des gens au Parti québécois qui vont approcher les meilleurs des gens qui n'ont pas gagné leur circonscription au Bloc. Les militants du Bloc vont les aider, les députés du Bloc vont les aider, le chef du Bloc va les aider de différentes façons pour aider le Parti québécois qui partage le même projet politique que le Bloc québécois. Si quelqu'un a envie, lorsque viendra le temps de prendre la décision, parce que mon seul point, c'est ça, laisse tomber la poussière, prends pas une décision intempestive et émotive, attends le téléphone va peut-être sonner, il va peut-être pas sonner. Puis la décision se prendra éventuellement, puis les premiers que je vais aller aider, c'est ceux-là. Parce que ces gens-là vont faire le choix de rester actifs en politique. Puis il y en a peut-être qui vont dire, finalement, moi, je vais faire d'autres choses. Puis il y en a peut-être qui vont dire, bien, moi, je vais attendre la prochaine élection du Bloc québécois. Et tout ça est correct. Je ne suis pas un petit pape dans une tour d'ivoire qui décide qu'est-ce que les autres doivent penser. Alors, d'ici à ces grandes décisions, je vais vous souhaiter un bon repos et un bon retour en chambre au mois de septembre. Et merci beaucoup de vous être arrêté pour venir nous voir. Un grand plaisir. Merci à vous. En ce début d'été 2025, la musique s'invite à nouveau entre les murs chargés d'histoire de la chapelle de Maisonneuve. Pour une 3e édition, les dimanches musicaux reviennent animer ce lieu patrimonial au cœur de la ville. À 5 reprises durant l'été, des concerts de musique classique y résonneront, offrant au public une parenthèse de beauté et de recueillement, dans un cadre aussi intime que majestueux. Ça nous permet de partager des beaux instants de musique avec la population, avec nos visiteurs, tous les dimanches en été. Donc, on est en train de dévoiler notre programmation pour cette belle 3e édition. Cette année encore, l'équipe de Maisonneuve a rassemblé une sélection éclectique d'artistes offrant au public une programmation riche en styles musicaux. En fait, on a une belle palette d'invités dans notre programmation, mais nos invités eux-mêmes ont une certaine diversité dans ce qu'ils vont proposer aux gens. Donc, chaque spectacle est vraiment pensé pour offrir un certain voyage à travers les époques, à travers les styles. Donc, évidemment, à la chapelle, on essaie d'avoir toujours un certain style un peu dans le classique, un peu, mais on ouvre aussi la porte à quelque chose qui est légèrement plus populaire aussi, qu'on pense qui va bien intéresser les gens. Mais oui, on essaie d'avoir une variété aussi dans les instruments de musique. On a du piano, on a du violon, on a un quatuor de saxophone. Donc, on est vraiment très fiers de pouvoir offrir quelque chose d'aussi riche aux gens. Le 27 juillet, le duo L'Échappée musicale présentera un programme de pièces lyriques en compagnie de la pianiste Renée Gagnon. Le 3 août, le quatuor de saxophone Ensemble Altaïr offrira une expérience immersive avec pour objectif de rendre la musique accessible à tous et de faire vivre au public des moments mémorables. Le 10 août, l'artiste charlevoisienne Fanny Routier montera sur scène pour interpréter les pièces de son premier album. Elle présentera également des reprises d'œuvres qui ont marqué son parcours.
Le 17 août, les Dames de Chœur feront un retour attendu en la chapelle de Maisonneuve pour présenter un concert alliant chant lyrique et piano. Le 24 août, le duo À tout cordes clôturera la série de concerts avec un programme mêlant des œuvres d'hier et d'aujourd'hui, naviguant entre musique classique, jazz, répertoire populaire et traditionnel. Jean-François Morin précise que la place faite aux Charlevoisiens d'origine dans la programmation était primordiale pour son équipe. Notre programmation vise à mettre en valeur le talent charlevoisien. Donc, de nos 5 dimanches musicaux, 4 sont composés d'artistes de la région. Donc, on est extrêmement fiers de pouvoir offrir des spectacles avec des artistes que les gens connaissent, reconnaissent, puis qu'ils vont venir peut-être découvrir pour certains, mais redécouvrir dans beaucoup de cas aussi, on imagine. Plusieurs artistes souhaitent d'ailleurs se produire d'une année à l'autre dans la chapelle de Maisonneuve, ce qui traduit un succès pour les dimanches musicaux. Avant tout, je pense que c'est le cadre dans lequel on permet aux artistes d'évoluer. On est dans la chapelle qui est un lieu absolument magnifique. Les artistes rêvent de pouvoir jouer dans un lieu comme ça. On a un public charlevoisien qui est fidèle à chaque semaine, donc qui leur permet une belle vitrine, que ce soit des gens de la région ou des gens de l'extérieur qui pourraient venir offrir proposer leurs plus beaux morceaux à notre région. Et on pense que le bouche à oreille commence vraiment à faire ses preuves. Donc vraiment, on se rend compte que les artistes qui sont venus dans le passé nous réfèrent d'autres artistes. Donc vraiment, on commence à prendre notre place un peu plus dans le milieu. Pour l'édition 2025, le choix de diminuer le nombre de représentations par rapport aux années dernières n'est pas anodin. Je sais que en été, les gens ont des vacances puis, pour maintenir l'intérêt, mais aussi parce qu'on veut vraiment mettre l'accent sur la qualité de nos artistes. Fait que ça nous permet vraiment de mettre l'accent sur les personnes qu'on a invitées, d'avoir moins de spectacles, mais vraiment des beaux spectacles de haut niveau. Fait qu'on est vraiment fiers de pouvoir faire ça. Les personnes intéressées peuvent se procurer des billets au coût de 20 $ à l'entrée de Maisonneuve et sur le site qui apparaît à l'écran. Une billetterie sera également ouverte à la porte la journée même des concerts. Une formule passeport pour assister à l'ensemble des représentations est également mise en vente au coût de 80 $. Sur les rives du fleuve Saint-Laurent, un nouveau souffle anime les moulins de l'île aux Coudres. Ce site patrimonial emblématique, témoin d'un savoir-faire ancestral, inaugure 2 nouvelles expositions permanentes avec l'ambition de conjuguer mémoire et avenir. En misant sur la richesse de son histoire et sur l'attachement profond de ses habitants à leurs racines, l'institution espère non seulement consolider son achalandage, mais aussi renforcer l'identité de sa communauté qui est fière de son patrimoine. On assiste à l'inauguration de nos 2 nouvelles expositions, celle dans la salle Pierre-Perrault et dans la Maison du Meunier, sur le thème qui les réunit, c'est-à-dire nourrir, cultiver son identité. La mémoire, c'est ce qui fait partie intégrante de chacun d'entre nous. Et la preuve de tout ça tangible, c'est nos moulins. Nos ancêtres, ils ont travaillé très fort. Et eux, c'était dans un souci d'autarcie pour se nourrir, tout simplement assurer une subsistance sur une île. Et dites-vous là que dans les années 1800, on est en petits canaux de bois pour traverser l'hiver, pour aller se chercher de la farine pour se nourrir. Il faut se rappeler de ça, il faut se rappeler de cette époque-là. Et c'est certain que ça fait partie de notre identité et il faut pouvoir laisser ces traces-là pour les générations à venir.
L'inauguration de ces nouvelles expositions a été réfléchie depuis quelque temps déjà. Il faut se rappeler que nous, l'année dernière, on assistait à l'inauguration d'un projet d'agrandissement dans lequel il y avait 2 nouvelles expositions qui étaient présentées. Mais dans l'agrandissement du bâtiment d'accueil, il restait l'exposition de la salle Pierre-Perrault qui datait de plus de 15 ans. Donc, vous êtes un visiteur, vous entrez et là, vous avez une première exposition qui date de plus de 15 ans. Et là, vous avez 2 nouvelles expositions très contemporaines, actualisées. Pour le visiteur, malgré que l'exposition était quand même bien, on se devait de vraiment se mettre à niveau afin d'offrir une expérience complète, renouvelée. Et la Maison du Meunier également datait de plus de 15 ans. Est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ou autrement et qu'après réflexion, rien ne nous vient en tête? Alors, on peut se dire mission accomplie. La directrice générale rappelle que la préservation du site patrimonial est d'autant plus importante en raison du caractère unique des moulins de l'île aux Coudres dans le monde. Les moulins de l'île aux Coudres, du fait qu'on est une population insulaire, alors on avait plusieurs moulins à vent qui étaient présents sur l'île aux Coudres. Mais le vent, c'est un ami qui n'est pas constant. On le vit encore de nos jours. Ce n'est pas une question d'époque. Alors, des fois, ils vendent, des fois, ils ne vendent pas. On peut être 3 jours à avoir un vent très constant, mais à la limite, on peut être plusieurs jours qu'on n'a pas de vent. Alors, les insulaires étaient vraiment soustraits à cette façon de vivre, à dire, bien, quand j'ai pas de vent, moi, je manque de farine. Donc, je dois aller traverser avec les risques et périls de la traverser en hiver. Je reprends le texte de la pétition, là, j'ai ça en tête toujours, de 1815, qui a été adressé au Séminaire de Québec, qui était le seigneur des lieux, afin de leur demander de construire un moulin à eau. Donc, pour les insulaires, c'était une façon de dire, en ayant le moulin à eau, on vient régler tous les problèmes. Quand on n'aura pas de vent, avec l'eau, on va faire de la farine. Les insulaires ont décidé de construire le moulin à vent à proximité du moulin à eau, c'est-à-dire 11 ans plus tard, en 1836, afin de pallier le manque d'eau. Alors, quand on avait de l'eau, on faisait de la farine avec le moulin à eau. Et quand on avait du vent, on faisait de la farine avec le moulin à vent. Ce qui fait qu'au moulin à l'île aux Coudres, vous êtes sur un site unique au monde de par la présence d'un moulin à eau et d'un moulin à vent à proximité l'un de l'autre. L'établissement prône également une mission pédagogique pour les jeunes et les familles à travers le lancement de ces expositions. Une partie de ce projet-là a une section qui est vraiment dédiée à l'offre éducative et également ludique. Et on réserve des surprises, c'est-à-dire des choses qui vont rappeler des souvenirs aux gens. C'est quelque chose qui se tient dans une main et tout le monde peut l'utiliser et jouer avec ce petit bidule de papier qui va rappeler pour des gens de ma génération vraiment de beaux souvenirs et pour des gens un peu plus jeunes qui vont connaître et ils vont s'amuser. Cette année, l'institution muséale célèbre également les 2 siècles du site sur lequel elle est implantée. Notre moulin à eau, lui, date de 1825. Donc, il a 200 ans cette année. On va souligner ça vraiment à l'automne de façon conviviale. Et le moulin à vent, lui, date de 1836, est arrivé par après. Donc, effectivement, là, on a plus de 200 ans d'histoire ici au moulin. Plusieurs partenaires financiers ont contribué au projet qui totalise des investissements importants. C'est un projet qui totalise un investissement de 207 000 $ et c'est vraiment dédié à ces 2 espaces, c'est-à-dire la salle Pierre-Perrault et la Maison du Meunier. Qui sont les partenaires financiers dans le projet? Alors, le principal partenaire financier, c'est le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre d'un projet spécifique qui nous a accordé une aide financière couvrant 75 %. Nous avons également eu l'aide financière de la MRC de Charlevoix ainsi que de Desjardins.
Pour en apprendre davantage, les personnes intéressées peuvent consulter le site Internet de l'organisation.